Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec l'auteur, le poète Gabriel Osson au sujet de sa participation à la prochaine Croisée des mots. Je vais aussi m'entretenir avec une représentante de la Commission de la capitale nationale et elle viendra sur le plateau pour nous parler d'un très beau projet artistique lancé par la CCN dernièrement. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Jean-Martin Deslauriers, qui est professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Et ce matin, on parle d'un très beau micro-programme en études sur le vieillissement. Et première question pour vous, d'où est venue l'idée de créer un micro-programme de ce genre-là? En fait, au départ, dans le contexte de la pandémie, nous étions inquiets à la Faculté des sciences sociales sur la situation des personnes âgées en général, les services qui leur étaient destinés. Et puis, on s'est dit, il faudrait faire plus. Et puis, on a créé un nouveau cours, en fait, sous la forme d'un engagement communautaire. On s'est dit, comme Faculté des sciences sociales, il faut faire notre part pour aider les services. Vous vous souvenez, c'était l'état d'urgence. Toute personne qui était disponible était appelée à contribuer. Et pour faire, je dirais, pour nous engager socialement, la Faculté des sciences sociales, appuyée par la doyenne de la Faculté des sciences sociales, on a offert donc la possibilité à des étudiants de s'engager dans la communauté auprès de personnes âgées. Et que leur engagement allait prendre la forme aussi d'un cours en étant sur le terrain, mais aussi en ayant l'occasion de réfléchir à leur expérience, en prenant connaissance d'écrits sur le sujet. Et puis, de sorte que ça a permis donc de l'action, accompagnée de la réflexion, mais aussi, je dirais, ouvrir notre cœur aux personnes âgées et à ce moment-là aussi, rendre service à des employés qui étaient déjà débordés. Donc, il y a une question d'engagement et de réflexion à ce moment-là. Et puis, un nouveau cours, en fait, a été créé à partir de cette expérience-là, qui s'appelle Engagement communautaire auprès de personnes âgées, qui fait partie du micro-programme en fait, qui est offert maintenant au sein de notre université, qui est donc très axé sur l'engagement dans la communauté, sur l'action, l'apprentissage par l'action, par le contact humain, et aussi une réflexion sur l'état de la situation des personnes âgées pour pouvoir aussi réfléchir aux façons d'améliorer les services. Alors voilà. Alors, la question, là, je l'ai posée en ayant une petite réponse en arrière de ma tête parce que je me suis dit que, veut pas, la pandémie a relevé beaucoup de défis concernant la vie même en général des personnes aînées. On a vu dans la société plusieurs organismes qui essayaient d'apporter un peu de réconfort, peut-être en faisant des courses pour les personnes aînées ou bien en passant un coup de fil. Donc, on a vu qu'il y avait un besoin. Mais de votre côté, quels sont les réels problèmes que vous avez comme relevés? En fait, puis ça a été aussi une expérience marquante des étudiants qui s'y sont engagés. Comme problème, à ce moment-là, on devient témoin quand on est engagé sur le terrain, qui ont été relevés. Mais en fait, que les experts relevaient aussi, malheureusement, avant la pandémie, qui est très simplement, tout simplement un sous-financement des services, de sorte que il y a un manque de place. Quand il y a de la place, il y a un manque de services, que ce soit des services de base, que ça soit en institution, que ce soit aussi des façons d'aider les personnes âgées à rester plus longtemps chez elles plutôt que d'aller plus rapidement en institution. C'est des choses que les experts avaient déjà notées avant. Par contre, pour répondre à votre question, puis c'est ce qui est touchant aussi, c'est que quand on a, par exemple, 20, 30 étudiants qui sont sur le terrain et qui
par exemple, sont confrontés à des manques de services, justement des personnes qui sont confinées dans leur petit appartement, seules, n'ont pas de visite, ou aussi les inégalités entre des gens qui ont plus de moyens financiers et d'autres qui en ont moins, des gens qui ont un réseau social et d'autres qui sont complètement isolés. Donc, c'est d'une grande tristesse aussi quand on est à la fois pauvre et isolé socialement et qu'on est diminué physiquement, on est coincé dans un appartement. C'est vraiment des situations de grande souffrance qui ont été constatées donc par les étudiantes qui ont eu l'occasion de s'engager comme ça. Monsieur Deslauriers, je vais vous garder avec moi. On va aller pour prendre une pause et juste après, on va continuer avec les différentes problématiques qui vous ont poussé à lancer le micro-programme en études sur le vieillissement. Mais pour l'instant, là, j'aimerais inviter les gens à visiter le www.uottawa.ca pour avoir accès à toutes les ressources concernant ce micro-programme. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le nouveau programme, je devrais dire le nouveau micro-programme en études sur le vieillissement des facultés des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Et toujours avec moi, monsieur Jean-Marie Deslauriers, qui est professeur aussi à cette faculté-là. Et on parlait avant la pause de ces différentes thématiques là que vous avez pu observer, qui vous ont poussé à ouvrir le programme. Et entre autres, là, on a mentionné le fait de la pauvreté et puis l'éloignement social que les étudiants ont remarqué qui vous ont marqué, on va dire. Oui, tout à fait. Si vous permettez, j'irai aussi du côté des besoins et des solutions possibles. Et c'est vers ça que le micro-programme est tourné, vers l'action, les solutions, à travers l'engagement dans le milieu et des apprentissages qui permettent de former de plus en plus de gens compétents pour travailler auprès de personnes âgées. Et juste une petite clarification, qu'est-ce que c'est un micro-programme? En fait, c'est un petit programme de 3 cours. Et ça permet à ce moment-là de s'engager dans notre milieu, puis justement de mieux comprendre, d'être sensibilisé en fait aux situations qui sont vécues par les personnes âgées. Il y a un cours d'introduction, c'est le cours numéro 1. Un cours d'engagement communautaire, celui dont je parlais tantôt, qui a mené aussi qui a contribué à la naissance du micro-programme, et un cours sur l'accompagnement aussi de personnes âgées. Donc, c'est très axé sur l'expérience pratique et sur l'engagement communautaire. Et en plus, le Centre d'engagement communautaire de l'Université d'Ottawa, qui est très efficace, offre une attestation d'engagement communautaire. Donc, non seulement on sort de ce micro-programme avec une expérience pratique, avec un réseau social qui s'est étendu, des connaissances théoriques aussi
plus vaste et donc une attestation et un diplôme pour un micro-programme. Donc, parfois, ça peut être le premier pas pour aller vers des programmes plus complets à l'université, ou si on préfère s'arrêter là, c'est très bien. Et on souhaite à ce moment-là donner l'occasion à des gens qui n'avaient pas nécessairement pensé aller étudier à l'université de faire un premier pas et en même temps donc d'acquérir des compétences, étendre leur réseau professionnel et avoir des nouvelles possibilités de travail pour se joindre à des milieux, donc à des services pour des personnes âgées. Donc, c'est ça le Exactement ce que micro-programme, c'est 3 cours. j'ai vraiment apprécié là, c'est que ça se démarque, votre micro-programme se démarque par le cours d'engagement communautaire. Quoi de mieux que de vivre comme la vie de ces personnes-là tous les jours pour comprendre exactement et puis pour ajuster les offres qu'on donne. Tout à fait. Tout à fait, en français. Et un autre cours très axé sur l'action aussi, c'est l'intervention, l'accompagnement psychosocial de personnes âgées aussi, de leur famille. Donc là aussi, très axé sur le savoir-faire. Alors, j'ai une question pour vous. Ce serait quoi, Oui, selon vous, les connaissances et habiletés que ces étudiants-là auront acquis à la fin de ce programme-là? D'abord, comment interagir auprès de personnes âgées qui ont des problèmes variés? Si on a déjà de l'expérience et qu'on veut en apprendre sur d'autres contextes, d'autres soit maladies ou d'autres défis, d'autres contextes de vie, on travaille plus en milieu hospitalier, on veut voir les services à domicile, ça peut être une occasion de parfaire ses connaissances sur ce plan-là pour des gens qui en ont déjà. Pour d'autres, c'est tout simplement une incursion qui est nouvelle dans les services et des étudiants n'avaient pas eu l'occasion de travailler auprès de personnes âgées jamais, n'ont pas de personnes âgées autour d'elles. Donc, toutes les pertes, les deuils, les contextes de vie, juste en soi, donc d'accompagner des personnes âgées, c'est porteur de connaissances, mais aussi une expérience humaine qui donne envie de s'engager. Et comme citoyen aussi, d'avoir une sensibilité nouvelle par rapport aux personnes âgées. Donc, à la fois, ça peut être une introduction au domaine, une réorientation aussi pour des personnes qui font autre chose puis qui disent « Ah, je préfère ma part, ça m'intéresse », puis c'est un programme en français bien fait, axé sur l'action. Ça me donne l'occasion de rencontrer des employeurs aussi. Et puis, ou d'autres personnes qui ont déjà de l'expérience, mais qui veulent parfaire leur connaissance aussi. Et qui ne pensaient pas aller à l'université, et puis qui disent, ben pourquoi pas l'université d'Ottawa en français? Oui, c'est parce que c'est ça que j'ai vu là. Ce programme-là, il s'adresse à beaucoup de personnes en même temps. Des étudiants inscrits à un programme de l'Université d'Ottawa peuvent participer à ce micro-programme-là. Des titulaires d'un diplôme secondaire depuis au moins 2 années, titulaires d'un diplôme collégial, enfin, des intervenants en santé. Et tout. En fait, c'est ouvert à tout le monde, si on peut le dire ainsi. Oui, on veut que ça soit une passerelle heureuse vers l'université et aussi des professions qui servent à contribuer, je dirais, à ce projet social de meilleure intégration des personnes âgées dans la société. Bien, ça passe par des meilleurs services, ça passe par des accompagnements plus chaleureux avec des personnes intéressées par leur travail puis qui ont de plus en plus de compétences aussi. Je pense que vous avez fait un excellent travail en lançant le micro-programme là, parce que vu les failles qu'ont révélées la pandémie concernant la vie des personnes aînées, on voit qu'il y a quelque part, comment ils appellent ça? Il y a un déficit de personnes pour travailler dans ce domaine-là. Donc, quelqu'un qui vient du collégial, qui entre dans ce micro-programme-là, quelque part un tout petit peu, pas obligatoire, mais c'est une passerelle heureuse, comme on l'a dit. Ben, il sort de ça avec beaucoup de crédits déjà accumulés, ça c'est un. Et puis, il commence à développer ce côté social et pourquoi pas travailler dans ce domaine-là. Alors, ça serait quoi comment je vais dire, les options de cours que vous avez en ce moment? Parce qu'on sait qu'on est en pandémie. Est-ce qu'on y va sur le campus ou? Oui, en fait, on revient sur le campus l'été prochain. Et puis, bon, il y a déjà aussi un engagement communautaire au sein des organismes en ce moment aussi, déjà. Donc, oui, c'est déjà en cours sur ce plan-là. Donc, en ce moment-là, des gens peuvent commencer à avoir des informations et commencer à peut-être déposer des documents pour leur inscription? Tout à fait, tout à fait.
Écoutez, Monsieur Deslauriers, merci beaucoup. On espère que ce micro-programme-là aura plein de succès. Et puis nous, on va inviter les gens à visiter votre site web. Je vous souhaite une excellente journée. Tout à fait, et à m'écrire aussi au besoin. Au plaisir. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés par ce merveilleux micro-programme en études sur le vieillissement qu'offre l'Université d'Ottawa, ce que vous pouvez faire, c'est taper micro-programme en études sur le vieillissement dans votre barre de recherche Google et vous allez avoir directement accès au lien qui vous enverra directement sur le site web de l'Université d'Ottawa qui parle du micro-programme en études sur le vieillissement. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, je vais m'entretenir avec une représentante de la commission de la capitale nationale. Ils ont un très beau projet artistique que nous allons découvrir ensemble. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On ne parlera pas pour maintenant avec une représentante de la CCN, mais avant elle, je vais discuter avec le poète, romancier et artiste peintre Gabriel Lauzon que j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui à l'émission. Et tout de suite en allant, Monsieur Lauzon ou Gabriel, parce qu'on a dit qu'on allait s'appeler par nos prénoms, ça serait quoi, selon vous, ce qui nourrit votre âme artistique? Wow, c'est une grande question, Claude. D'abord, merci et bonjour et merci de m'avoir à votre émission. Moi, j'ai une source d'inspiration assez diverse, dans le sens, d'abord, la nature m'interpelle beaucoup dans mon écrit, dans ma poésie aussi. Mais au départ, ce sont beaucoup des souvenirs de l'exil qui continuent toujours de nous hanter, peu importe le nombre de temps qu'on vit ici au Canada, on reste toujours attaché quelque part au pays natal. Une grosse partie, ça m'occupe. Mais aussi, toutes les préoccupations sociales aussi m'interpellent, les injustices en général dans la société. Donc, toutes les choses qu'on voit au quotidien, finalement, peuvent sont source d'inspiration. Il y a tellement de choses, quand vous parlez d'injustice sociale, là, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde et ça, c'est au jour le jour. Est-ce que c'est lorsque vous ressentez une émotion par rapport à un fait, par rapport peut-être à une pensée que vous avez, une réflexion que vous vous mettez à écrire directement? Souvent, oui. Des fois, c'est quelque chose que je vois dans les nouvelles, une entrefilet, des fois dans le journal, une en-tête, et des fois ça va vraiment m'interpeller, puis là je vais me mettre à écrire. Souvent, je vais le faire partout. Je peux être dans un parc, dans un café.
je suis toujours en train de cogiter quelque chose. Donc, l'écriture m'habite, je dirais, constamment. Donc, je suis toujours en mode pensée, en mode écriture, oui. Alors, on dira que Gabriel est le genre d'auteur qui se balade avec son petit calepin dans la poche, le petit stylo. Comme ça, dès qu'on a une idée, on veut pas la lâcher, on l'écrit en même temps. Ben, de plus en plus, je fais ça sur mon téléphone portable. Avant, j'avais toujours mon petit calepin dans les poches, oui. Mais aujourd'hui, je pense que la majorité du temps, je vais soit utiliser la fonction dictaphone du téléphone ou tout simplement, je vais dans Notes. Alors, je vais écrire vite, vite quelque chose qui me passe par la tête. Surtout quand on parle de poésie. La poésie, c'est toujours des instantanés, ça prend vie aussi rapidement qu'on puisse l'écrire, sinon ben on oublie ce qu'on veut dire ou le flash qui nous arrive. Donc c'est important justement de pouvoir capter les moments au fur et à mesure qu'on les vit. Très intéressant, capter les moments au fur et à mesure qu'on les vit. J'ai déjà discuté avec plusieurs auteurs sur l'émission là, mais sincèrement, il y a un auteur, une autrice, je sais plus, qui m'a dit quelque chose qui m'a tellement frappé que je me suis dit que j'allais m'appuyer sur ce que cette personne m'a dit à chaque fois pour poser la question à un autre auteur. Comment vous imaginez vos personnages dans vos écrits? Est-ce qu'ils viennent à vous ou bien vous les créez dans votre propre imagination? Bon, ça, c'est une excellente question parce que moi-même, je me pose des fois la question d'où viennent ces auteurs-là. Parce que je crois que dans la plupart du temps, ils s'imposent à nous. Le personnage s'impose à nous. On n'est pas tout à fait sûr de comment est-ce que on va le développer. Je vous donne un exemple. Quand j'ai écrit mon roman Hubert le reste avec, je savais que j'allais parler d'un enfant. Ben, c'était un enfant qui est en domesticité, qui a vécu beaucoup de choses difficiles, mais je savais pas qu'est-ce que Hubert allait avoir là. Au départ, je pensais que je voulais faire mettre en une fille. Finalement, j'ai décidé que j'allais mettre en vedette un garçon. Et son âge, finalement, s'est imposé à moi. Sa personnalité s'est imposée à moi. Et tout ça, donc ça se développe au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est complexe un personnage parce que on se rend compte que le personnage prend une vie qui est en dehors de l'écrivain. Donc, c'est lui qui s'écrit finalement son histoire un coup qu'on est parti. Là, moi, je vous ai connu par l'intermédiaire d'une représentante des éditions Interlignes, si je me rappelle bien. Oui, C'est c'est aux David. Interlignes que... Oh, David, pardon, David, Oui, édition David. Et Véronique c'est Sylvain, oui. édition David, vous avez publié Le jour se lèvera. Et je vois là, c'est vrai, c'est Véronique qui m'en parlait. Et puis, j'étais comme, OK, c'est quelque chose là. C'était assez fort comme histoire, hein, ce qui se trouvait dans Le jour se lèvera. Oui, surtout que le jour se lèvera, les prémices de l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est basé sur l'histoire de 13 jeunes qui sont partis de Miami pour aller en Haïti en 1964, essayer de renverser le régime de Duvalier. Chemin faisant, ces jeunes-là se sont ramassés dans le maquis en contact avec l'armée et les tontons macoutes de l'époque. Et les 11 d'entre eux plutôt, ont été tués pendant les échauffourées avec l'armée. Et les deux furent capturés vivants et fusillés sur la place publique. Et donc, la portion de la vie de ces jeunes-là, je l'ai imaginée parce que j'étais pas là, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient là non plus pour écrire ce qui s'est passé. Donc, j'ai imaginé leur vie avant et aussi leur vie pendant leur périple dans les montagnes d'Haïti. Donc, c'est une réalité aussi qui était difficile parce que ça se passe sous le régime dictatorial de Duvalier, un régime sanguinaire à souhait. On dit qu'il y a environ 50 000 personnes peut-être qui ont disparu pendant les 20 ans de ce régime. Et donc, ces jeunes-là, la plupart d'entre eux ont eu un parent ou quelqu'un de leur famille, un membre de leur famille qui ont été tués par le régime. Donc, ils voulaient venger
un peu leur famille, mais en même temps libérer Haïti du joug de cette dictature. C'est une histoire assez poignante. Même la photo de couverture, là, quand on la voit, ça interpelle sur le coup, là. Tout de suite, là, ça interpelle. Oui, justement, c'est l'exécution des deux jeunes. Un avait 19 ans quand, à ce moment-là, l'autre allait avoir un petit peu, avait 30 quelques années, proche de la quarantaine. Alors, ce genre d'histoire-là, quand vous les déposez sur papier ou que vous les créez, on va dire ça comme ça, vous êtes en processus de création, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent à écrire de la sorte? Non, c'est très rare que quand j'écris que je suis inspiré par d'autres auteurs. Dans le cadre de cette histoire-là, par exemple, Le jour se lèvera, c'était beaucoup plus en fait, c'est pas vraiment une anecdote, c'était lors du 50e anniversaire de l'exécution des deux jeunes. Donc, j'ai vu un petit entrefilet sur l'Internet qui parlait de ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que je connais cette histoire-là. Parce qu'à l'été de 1963, quand ça a débuté, je passais mes vacances dans le sud d'Haïti, dans la ville de Jérémie, où la plupart de ces jeunes provenaient. Et je me souvenais vaguement, parce que j'étais quand même assez jeune, je me souvenais vaguement des événements qui s'étaient produits. Et là, je me suis dit, tiens, je veux regarder davantage ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé à fouiller un peu sur l'Internet. J'ai trouvé des bribes ici et là de la vie de ces jeunes-là. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et au départ, je ne savais pas ou je pensais pas comme nécessairement que j'allais en faire un roman. Mais plus j'approfondissais leur histoire et leur parcours, puis je trouvais que c'était tellement héroïque de leur part d'avoir sacrifié leur vie à cet idéal. Et je me suis dit qu'il fallait que cette histoire-là soit connue, soit davantage connue, parce que à cette époque-là, j'avais pas trouvé d'autres livres qui ont été écrits à ce sujet. Drôle d'anecdote. En même temps, vous avez une anecdote par rapport à ça? Écoutez, on va garder l'anecdote pour après la pause, si vous le permettez. OK, aucun problème. OK, on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec l'auteur, poète, romancier Gabriel Hossan et on parlait de il y avait une petite anecdote en arrière de votre ouvrage Le jour se lèvera qu'on voulait partager avec les auditeurs. Parce que moi, je dis souvent, quand des fois on a une idée
quelque part dans le monde, il y a quelqu'un d'autre qui a une idée semblable ou qui le met en pratique. Alors, quand j'étais en train d'écrire le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était en train d'écrire la même histoire, en fait, l'histoire de ces jeunes, en même temps. Alors qu'avant, je n'avais jamais vu personne qui avait écrit là-dessus. Alors, j'ai pris contact avec cette personne-là. Malheureusement, on n'a pas pu échanger autant que j'aurais voulu. Là, il voulait pas me dire trop là par rapport parce qu'il travaillait sur ce livre. Puis c'est seulement quand le livre est sorti que je me suis dit tiens, maintenant je comprends pourquoi qu'il avait certaines réticences à vouloir me parler de ça. Mais c'est des petites anecdotes comme ça là qui sont intéressantes. Alors, il y a ça qui a été fait, mais il y a aussi le projet d'ici et d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ça? Ça se retrouve sur votre site web. Mais d'ici et d'ailleurs, c'est un projet qui est né justement au début de la pandémie. Je voulais depuis des années faire un CD de poésie, mais je l'avais toujours mis de côté pour toutes sortes de raisons. Puis je pense que des fois, quand le temps n'est pas encore là, ça arrive. Oui. Donc, j'ai participé à une rencontre des arts littéraires et il y avait des personnes qui, justement, faisaient de la poésie performance. Et donc, c'était de la poésie ou des textes accompagnés de musique. Alors, je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, au retour de ça, j'avais des textes qui déjà étaient en gestation. Il y en a quelques-uns qui étaient déjà prêts. Donc, je me suis dit, tiens, je me lance et je vais faire ce recueil. Donc, j'ai fait une demande de subvention auprès du Conseil des arts du Canada qui a été acceptée. Là, j'ai approché un ami musicien que j'avais déjà eu en entrevue à mon émission de radio et je lui ai parlé de ce projet-là. Il m'a dit tout de suite, avant même que j'ai fini de lui expliquer, j'embarque. Alors, donc, ça a été pendant quelques mois l'écriture, la réécriture des textes, les corrections, etc. Et ensuite, bon, j'avais établi un échéancier pour aller en studio. Évidemment, la pandémie a fait qu'on n'a pas été capable de suivre, de respecter un petit peu cet horaire. Donc, ça a été assuré un peu. Là, on allait à chaque fois qu'ils nous donnaient une petite fenêtre de quelques semaines où on était ouvert. Donc, après ça, on a pu se lancer et faire le travail. Donc, ce que je voulais avec d'ici et d'ailleurs, c'était de faire sortir la poésie finalement des livres. Rendre à la poésie à son oralité d'origine. Comme vous savez, C'est beau à écouter en tout cas avec la musique en arrière là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la même musique pour chaque récit qui est lu. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme ça aussi. Écoutez, vous avez beaucoup de choses à partager, beaucoup d'histoires même à partager parce que je remarque que la plupart des ouvrages, c'est un peu comme moi j'appelle ça comme ça, un retour aux sources. Il y a toujours quelque chose qui vous emmène là-bas. C'est entre ici et là-bas, je devrais le dire. Oui. Et c'est quelque chose que vous allez partager, il me semble, ce soir à la croisée des mots. Tout à fait, oui. On va parler le concept d'ici parce que je suis ici et aussi tout l'ailleurs m'habite. Et les ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé un peu au début, je pense, aussi de mon récit que j'ai publié l'année passée, Les Voies du chemin, qui aussi, ça, c'est un ailleurs. Donc, c'est un ailleurs différent parce que c'était un périple que j'ai fait sur le chemin de Compostelle et tout ce que ça m'a amené de changement dans ma vie, tout ce que ça m'a amené aussi de réflexion sur l'être que je suis devenu, parce que tout ça a un impact quand même sur notre façon d'être. Vous avez tellement les implications sociales là que je me dis, à chaque rencontre avec vos lecteurs, ça doit être différent. C'est pas les mêmes affaires parce que je me dis, dépendamment aussi des questions que les lecteurs posent là, ça nous envoie dans plusieurs sens. C'est tout à fait vrai parce que aussi, on vit de l'inspiration du moment. Quand on rencontre les gens, les questions qui nous emmènent des fois même pas à des endroits où qu'on ne pensait pas nécessairement aller au début de la discussion.
Puis c'est ça qui est enrichissant, je trouve. Sinon, on aurait juste qu'à enregistrer les choses sur une cassette, puis faire peser sur play, puis le faire redémarrer. C'est de vivre justement chaque moment, chaque rencontre avec autant d'intensité que possible. Et aussi, on absorbe toujours quelque chose de l'audience. Moi, en tout cas, ça m'enrichit. Définitivement, définitivement. C'est un peu comme vivre l'instant présent, comme on le dirait, et comme on l'a appris depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup, Gabriel, et puis au plaisir de se parler, une prochaine fois. Merci, Claude. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci de l'invitation encore. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à la croisée des mots, c'est ce soir, c'est gratuit et puis vous pourrez rencontrer Gabriel Lausson, l'auteur Gabriel Lausson avec qui je viens de parler, mais avec d'autres auteurs aussi que vous pourriez rencontrer de manière virtuelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le www.aaof.ca pour avoir accès à ce qui va se passer ce soir à partir de 19h sur Zoom. Nous, on va prendre une pause et cette fois-ci, c'est vrai, je le dis, c'est après la pause qu'on va parler avec une représentante de la Commission de la capitale nationale sur le très beau projet artistique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À Trigat, il y a un garçon, une fille. À Trigat, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville. Sur la tombe de la fille, on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon, on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon, on plantera... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va s'informer ensemble sur le programme d'artistes en résidence lancé par la Commission de la capitale nationale et avec moi Ida Thompson qui est gestionnaire programme du patrimoine. Ida, c'est vraiment un très beau projet. Je ne sais pas comment vous avez eu l'idée de faire ça. Bien, merci beaucoup. Oui, non, c'est intéressant. Comme vous savez, peut-être le mandat de la CCN, c'est vraiment de créer une capitale inspirante. Et une grande partie de ça, c'est la gestion du patrimoine, la conservation du patrimoine naturel et culturel. Et on gère beaucoup de bâtiments avec beaucoup de vocations. Et on avait cette petite maison. Alors, je peux peut-être juste parler quelques moments à propos de la maison pour notre projet pilote, la résidence Rochon, qui est une petite maison, une des plus vieilles maisons dans la capitale, la région de la capitale nationale. Et c'était loué. La CCN avait acquis cette maison dans les années 60 et l'a restaurée. Et depuis ce temps-là, c'était loué d'une façon résidentielle à n'importe qui, un peu comme vous et moi. Mais avec un grand projet, on a réalisé il y a quelques années qu'on avait besoin de faire un grand projet de réhabilitation sur la structure de cette maison-là.
Et on avait pensé, si on va faire ce grand projet, est-ce qu'on peut peut-être imaginer une autre vocation pour la maison qui met un peu plus en valeur le patrimoine de la maison, mais aussi amène une vocation plus artistique qui contribue à la culture de la capitale. Alors, on avait fait un atelier l'an passé avec des groupes d'artistes, des organismes d'artistes et des organismes culturels pour demander est-ce que ce serait intéressant d'amener une vocation d'artiste en résidence dans la maison. Et en fait, on a entendu que oui. Alors, nous sommes allés avec ce projet pilote appelé La culture se vit ici, où on a invité des propositions pour amener un programme d'artistes en résidence dans la maison. Alors, quand on parle de programme d'artistes en résidence, est-ce que on vise un volet artistique en particulier ou bien tous les corps artistiques? Non, on était ouvert. Ça peut être plusieurs sortes d'artistes. L'idée, c'est quand même, on voulait garder le bâtiment avec une vocation résidentielle. Si vous connaissez le bâtiment, je sais, vous avez mis sur l'écran un peu une photo. C'est une petite maison. Si vous avez passé par là, les gens parfois ont passé par là et se sont dit, oh, c'est quoi cette petite maison-là? C'est quoi ça? Parce que c'était charmante, mais c'est ça, c'est la maison à droite dans la photo. Et en fait, c'est une petite vestige de ce qui existait dans la basse ville à l'époque. Il y avait des centaines de maisons, des petites maisons comme ça à l'époque. Maintenant, il y a c'est très rare, en fait. Il y a très peu de maisons qui restent comme ça ou peuvent aussi être reconnues comme étant cette petite cabane en bois comme ça. Alors, c'est ça. On voulait le garder en état résidentiel parce que juste pour sauvegarder le bâtiment. Alors, c'est pour ça qu'on avait cherché cette idée d'artiste en résidence. Et puis, je sais que vous avez eu au printemps 2021, comme vous l'avez mentionné, là, une rencontre avec les différents domaines et organisations artistiques et tout. Là, on est rendu au projet pilote parce qu'il devait commencer en hiver 2022. Est-ce que ça a commencé ou est-ce que vous en êtes? Oui, on est juste sur le point de pouvoir annoncer un partenariat. Alors, ce qu'on avait fait, c'est suite à l'atelier qu'on avait eu l'an passé, on avait lancé une demande d'expression d'intérêt. Et on a reçu plusieurs propositions. Et alors, avec une, on a fait plus de démarches et on a maintenant un partenaire qui est... Alors, on est juste sur le point de pouvoir annoncer. Est-ce qu'on le dit ou on garde ça, non, on garde ça pour plus tard? Dire, mais... OK. Mais je vais pas faire ma fouineuse. mais on est vraiment inspiré par le projet et je pense que c'est une très alors quand on va pouvoir l'annoncer, c'est intéressant parce que ça amène nous, de notre part, on voit le patrimoine. Le patrimoine, c'est important de conserver, mais non seulement juste pour ça. Ça doit être un patrimoine et culture vivant. C'est ça. Et ça, je pense que ce qui est proposé par ce programme-là, c'est de l'art contemporain et c'est une juxtaposition un peu intéressante avec une vieille maison de style très traditionnel, de construction traditionnelle, avec un programme avec des artistes qui font des choses vraiment innovatrices. Et l'autre chose qui est intéressant avec l'historique de cette maison-là, c'est que dans le 19e siècle, c'était une des résidences, des personnes qui a habité la maison, c'était un monsieur appelé Flavien Rochon, qui était un sculpteur en bois, qui a travaillé Donc, sur... un artiste. Donc, un artisan, c'est ça. Alors, c'est un lien intéressant. Mais lui, il avait travaillé sur des projets assez importants comme la cathédrale juste en face de la maison, sur la rue Saint-Patrick et Sussex, et au coin, et aussi sur la bibliothèque du Parlement aussi. Alors, c'est un artisan qui a eu beaucoup de succès et son fils, en fait, est aussi devenu sculpteur en bois. Alors, c'est vraiment, c'est intéressant. C'était une résidence d'artiste avant et maintenant, ça va redevenir aussi une résidence d'artiste.
Pour les organismes artistiques qui nous écoutent en ce moment et qui vont se dire, OK, nous, on ne savait pas que la CCN faisait quelque chose comme ça. Comment ça va fonctionner à la longue quand le projet sera vraiment terminé et prêt à être lancé? Ben, c'est ça. Ben, on voit ça comme un petit début. On avait commencé avec ce projet pilote, avec cette petite maison-là, mais à cause de ce qu'on avait entendu l'an passé avec l'atelier, on avait compris qu'en fait, il y a une demande, non seulement pour cet aspect d'artiste, résidence pour artistes, mais aussi pour des espaces de création, des espaces de collaboration artistique, et des deux côtés de la rivière des Outaouais. Alors, cette année, on va continuer avec le projet La culture se vit ici avec un phase 2, avec 3 maisons, 3 autres maisons qu'on va mettre en valeur bientôt. Oui, où on va chercher aussi des propositions pour ces maisons-là. Et alors, on espère, et cette fois-ci, ça va du côté Gatineau, mais on espère avoir des vocations inspirantes pour ces maisons aussi, pour continuer à faire vivre le patrimoine dans ces maisons, mais aussi d'une façon qui encourage, qui supporte et donne de l'appui à la culture vivante de la capitale. Alors, où est-ce que les gens pourront avoir des informations s'ils ont envie d'en savoir plus et commencer peut-être à se préparer à pouvoir avoir accès à ça? OK, ben sur notre site web, on a une page, comme vous avez mentionné, sur ce programme-là. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est on propose un autre atelier ce printemps, en mars. Alors, bientôt, vous allez avoir des informations sur le site web. Alors, si vous êtes intéressé, ça serait bien de regarder le site web et suivre ça. Et bientôt, on va annoncer les détails pour notre atelier à propos de ces 3 bâtiments-là qui vont être aussi mis en valeur. Et ensuite, oui, on a hâte à des discussions à propos de l'avenir de ces 3 maisons aussi. Très, très, très beau projet. Je vais vous garder avec moi, Heider, et puis on va prendre une pause. Et après ça, on va parler de l'importance de l'urbanisme patrimonial. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je dis vague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, au beau milieu des herbes folles. Je dis vague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton j'écouterai pas ton j'écouterai pas ton ce matin. Non, j'écouterai pas ton De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Heider Thompson, gestionnaire programme du patrimoine à la Commission de la capitale nationale. Et cette fois-ci, on va parler de l'urbanisme patrimonial, mais la thématique même de ce qu'on veut discuter, c'est planifier en fonction du passé un brillant avenir. C'est quoi comme programme?
Oui, ben, en fait, alors les gens me demandent souvent c'est quoi votre formation et moi je suis urbaniste, urbaniste en patrimoine, qui est une spécialisation un peu, peut-être c'est pas aussi bien connu, mais ça devient de plus en plus important dans le secteur d'urbanisme parce que les gens reconnaissent que les quartiers historiques et les endroits, les paysages culturels, ça prend un certain, c'est important dans nos quartiers, nos villes, nos régions pour sauvegarder le patrimoine. C'est pas juste les bâtiments individuels. Alors ça, c'est quelque chose, oui, qui est... Et puis, quand on parle sur le lien qui nous mène à cet onglet-là où est-ce qu'on parle de l'urbanisme patrimonial, c'est ta vidéo à toi qu'on retrouve là-bas et tu partages un peu ton parcours. Est-ce que en 1 minute, là, tu pourrais nous dire un peu en quoi tu as étudié, comment tu es rendu à ce poste-là et puis qu'est-ce qui te passionne? Oui, bien, merci. Bien, moi, j'avais fait mon bac en histoire et beaucoup de gens qui font leur bac en histoire, les gens disent, ah, mais qu'est-ce que vous allez faire avec Qu'est-ce ça, que là? tu fais? Et alors, alors je raconte toujours aux jeunes, si les jeunes me demandent, ben, ils sont intéressés dans l'histoire, j'essaie de leur encourager de regarder les options parce qu'en fait, l'urbanisme, c'était quelque chose que j'avais découvert au fur et à mesure. J'ai travaillé pour certains organismes de patrimoine et alors j'ai poursuivi ma maîtrise en urbanisme et travaillé avec des experts en patrimoine. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai travaillé pour la province d'Ottawa, de l'Ontario, je dirais, et aussi par Canada sur les lieux historiques nationaux. De planifier pour les lieux historiques nationaux de Parc Canada. Et ensuite, je me suis rejoint à la CCN en 2014. Et vraiment, la CCN, notre mandat, c'est vraiment la planification de la capitale et la gestion de beaucoup de terrains avec beaucoup de valeurs historiques et patrimoniales, soit le parc de la Gatineau, les ceintures de verdure à Ottawa, les terrains urbains, le quartier dans les basses villes qu'on gère au cœur de la capitale, autour du Parlement, et aussi les promenades et les parcs. Alors, on a beaucoup de terrains, beaucoup de terrains qu'on gère et sur lesquels on a une influence pour protéger oui, le patrimoine en tant que paysage. Donc, étudier en histoire, là, ça peut vraiment offrir des débouchés incroyables, hein? C'est pas juste qu'on veut devenir professeur, c'est pour ça qu'on étudie en histoire, ça n'a pas rapport. C'est ça, je pense que ces jours-ci, on peut faire beaucoup plus de choses que ça, oui. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ton travail? Parce que il y a quelque chose que tu as dit dans la vidéo qui m'a touchée, mais je vais te laisser le dire. C'est quoi que toi, tu aimes dans ton travail? Ben, en fait, une chose que j'aime, c'est en fait de travailler avec beaucoup de disciplines, de gens parce que à la CCN, c'est vraiment un privilège de travailler avec des gens de toutes sortes de disciplines pour supporter la conservation du patrimoine. Il y a les architectes paysagistes, les designers industriels, les conservateurs. Alors, on a beaucoup de disciplines et des urbanistes, bien sûr, qui travaillent de différentes façons pour conserver le patrimoine. Alors, je trouve ça très dynamique de discuter avec des gens de différentes disciplines, soit dans les détails techniques, mais aussi dans la grande vision de qu'est-ce qu'on veut viser comme legs dans ces projets-là. C'est exactement ce que tu disais dans la vidéo. C'était que, par exemple, le matin, tu peux être dans une belle maison au centre-ville, une maison patrimoniale que tu vas essayer de revoir. Après l'après-midi, tu peux te retrouver en campagne, quelque part dans une ferme là-bas. Fait que ça change un peu le décor. C'est jamais quelque chose de statique dans ton travail. Tu bouges tout le temps. Mais c'est ça, et ça, c'est un peu le mandat de la CCN. C'est tellement divers, notre portfolio, et les gens ne sont pas toujours au courant de ça, mais c'est incroyable. La diversité, soit les résidences officielles, comme j'ai dit, les fermes dans la ceinture de verdure, les paysages dans le parc de Gatineau qui incluent des aspects historiques, surtout comme le domaine Mackenzie King et autres. Et aussi dans le centre-ville, bien autour, on travaille beaucoup avec nos partenaires fédéraux, aussi dans le contexte de conservation du Parlement et les autres bâtiments fédéraux. Alors, il y a tellement de variétés dans le mandat de la CCN. Alors, qu'est-ce que toi, à chaque fois que tu rencontres des étudiants, qu'est-ce que tu aimes partager avec eux?
Ben, je pense que juste que le domaine du patrimoine, on pense souvent que c'est à propos du passé, mais en fait, c'est vraiment à propos de l'avenir. C'est qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut amener du passé, mais donner aux générations à venir comme legs. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je tiens au cœur, c'est que on pense souvent comme les choses de patrimoine étant quelque chose de nos ancêtres, mais en fait, c'est plus de qu'est-ce qu'on a ici qui est important à sauvegarder pour les générations à venir et comment mettre ça en valeur. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaie de partager un peu ici et là avec les étudiants que je rencontre. Il va nous rester seulement 20 secondes. Est-ce que si on part sur le site web de la CCN, on peut avoir accès, par exemple, à quelqu'un qui pourrait nous donner plus d'informations et peut-être pour des étudiants qui cherchent des stages? Oh, bien sûr, oui. Et la CCN va engager des étudiants. Oui, sur le site web, je vous encourage parce qu'il y a des stages dans plusieurs domaines à la CCN, entre autres en patrimoine. Alors, je vous encourage de regarder ça. Merci. Merci beaucoup, Heider. Et puis au plaisir de se parler une prochaine fois, pourquoi pas. OK, bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Au plaisir. Alors, pour le site web de la CCN, ça sera www.ccn-ncc.gc.ca. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Dadjo, militant de la première heure de la cause francophone. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles. Une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés. Et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Ensuite, je vais mettre les arbres. C'est un jaune. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je m'entretenais avec une représentante de la commission de la capitale nationale, la CCN, et on a parlé avec elle du programme d'artistes en résidence qui est encore un projet pilote, mais qui va s'agrandir à partir de ce printemps, donc à partir de mars 2022. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.ccn-ncc.gc.ca et sur ce même site web, là, vous pourrez aussi avoir accès à tout ce qu'ils sont en train de planifier concernant les ouvertures de stages sur l'urbanisme patrimonial et bien plus encore. N'oubliez pas aussi aujourd'hui, pour ceux qui sont amoureux de littérature, que ce soir, il y aura la croisée des mots organisée par l'Association des auteurs de l'Ontario français. Alors, pour avoir accès, là, c'est vraiment facile. Vous allez directement sur le site web www.aaof.ca. Il y aura le site web, non pas le site web, pardon, le lien Zoom pour participer à la rencontre ce soir avec l'auteur Gabriel Osson. C'est à 19h, c'est gratuit. Donc, vous pourrez aller directement sur le site web pour avoir accès au lien Zoom. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va continuer de parler du mois de l'histoire des Noirs avec Linton Gamer de l'organisme Black Biblio. Et il y aura un événement à nous présenter. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.